Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le retour du Hirak est inéluctable, incontournable. Nombreux parmi nous, pourtant, sont ceux qui doutent et qui pensent que le Hirak s'est éteint. D'autres, pour se donner bonne contenance, ou pour se rassurer, ou pour nous consoler, rajoutent qu'il n'a pas été tout à fait inutile, le Hirak, qu'il a tout de même abouti, puisqu'il a réussi à obtenir ce qu'il revendiquait, le renoncement de Bouteflika à un 5e mandat. Et même de renchérir qu'il a même réussi l'exploit de nettoyer les écuries d'Ojia, du gang Laïsaba, qui infestait l'État. L'État, mon Dieu, quel grand mot pour une mafiocratie. En fait, oui, et nul besoin de nous rassurer, les victoires du Hirak ne font aucun doute. Et la plus grande parmi elles aura été celle de déstabiliser ce régime empli de morgue, de suffisance, qui se croyait un pays définitivement conquis et qui a dû se cannibaliser, nous jeter ses propres sbires en pâture, autant de miettes en fait, à moindre frais, pour tenter de nous faire croire qu'il se moralisait et que la purge qu'il entreprenait entre faire du brouillard et régler ses propres comptes allait pouvoir tromper le Hirak. Les barons du régime, l'oligarchie, la gérontocratie, la junte, étaient devenus autistes, sourdes et muettes à la principale revendication du peuple algérien, Madaniya Machi Askariya, une démocratie et non pas un pouvoir militaire. Une vraie démocratie avec une vraie séparation des pouvoirs où la seule légitimité serait celle de vraies élections et où les chefs de l'armée n'auraient d'autre rôle à jouer que de se mettre à la disposition et sous les ordres des vrais représentants du peuple. C'était trop demandé. L'oligarchie militaire ne pouvait pas obtempérer. Elle ne pouvait pas restituer le pouvoir au peuple parce que, tout simplement, ses membres savaient que si c'était le cas, si le peuple pouvait réellement recouvrer sa souveraineté sur son propre pays, alors les scandales qui feraient surface à ce moment seraient tellement choquants qu'ils ne trouveraient pas, ces barons du régime, ces généraux, qui ne trouveraient pas de trou au monde où se cacher. Leurs frasques et leurs crimes dont nous ne savons encore rien, si ce n'est qu'ils sont indicibles, ne leur permettent pas de restituer le pouvoir et d'ouvrir ainsi des perspectives de dévoilement, de scandales dont personne ne peut appréhender l'inimaginable ampleur. Mais revenons à ce que je disais au tout début, que le retour du Hirak est inéluctable, incontournable. Vous seriez tenté de me demander pourquoi je suis aussi affirmatif. Et qu'est-ce qui me permet une telle certitude? Oui, je le confirme. Et ce n'est pas par un quelconque enthousiasme. Tout simplement parce que la situation actuelle ne peut plus ainsi continuer. Parce que le temps de la rente est révolu, qui permettait à cette mafiocratie d'acheter la paix sociale et de gérer tout un pays par la seule corruption de masse. La logique de ce système a atteint sa butée. Elle est enfin de ressources, dans le sens propre du mot ressources. Et bientôt, très bientôt, les propres conditions qui ont permis à l'oligarchie militaire de s'offrir un semblant de normalité vont se retourner contre elle. Jusque-là, et depuis des décennies, ce pays n'a pu subvenir à ses besoins et à se permettre
de faux airs de prospérité que grâce à la seule rente hydrocarbures. Il n'y avait absolument rien d'autre. Un système qui permettait d'arroser très copieusement tous les barons, tous les parrains de l'oligarchie, dans le même temps qu'il anesthésiait de très larges pans de la société. Et le système était tellement contre-productif que même la rente avait fortement contribué à plonger le pays dans les affres de la mauvaise gestion, de l'impéritie et de l'absurdité, au point où tous les équilibres ont été rompus, où l'échelle des valeurs a été inversée de fond en comble, où les maux sociaux se sont propagés en taches d'huile à tous les paliers d'une société qui n'avait désormais d'autres repères que ceux de la kfaza et de la cooptation. Mais les sources se sont massivement et soudainement taries. Il ne reste plus à l'oligarchie militaire que le seul recours à un reliquat de réserve de change qui lui permettront de tenir encore quelques mois, en privant cependant de très larges couches d'alliés naturels de leurs subsides habituels. Voici venu le temps de la dure réalité. L'avion des chimères n'aura pas d'autre possibilité qu'un crash très brutal. Ce régime n'aura plus la possibilité d'arroser ses multiples relais. Et il lui est systémiquement impossible de remettre ce pays sur pied, de le remettre au travail, de faire accepter à la société une très longue et très dure austérité. Les perspectives sont titanesques. Il va falloir tout remettre aux normes, voire même tout abattre pour tout reconstruire, puisque tout a été construit de guingois. Et ce n'est certainement pas un tel système, fondé sur la prédation et la corruption systémique, qui pourra s'y atteler. Parce qu'un tel régime ne peut s'amender. C'est impossible. Il ne peut se transformer du jour au lendemain de médiocratie en méritocratie. C'est organiquement impossible. Parce qu'il n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Parce qu'une logique de vrai assainissement le démantèlerait tout naturellement. Parce qu'il ne pourrait pas arroser ses clientèles et ses autres alliés naturels. Il ne pourrait aller vers une vraie séparation des pouvoirs, parce qu'il perdrait le contrôle du système. Il ne pourrait aller vers une indépendance de la justice, parce que ses barons seraient tout aussitôt interpellés. Vers une vraie liberté de la presse, parce que sa nature serait tout aussitôt inventée. Et il ne pourrait pas non plus mettre sur pied un système rationnel de l'économie, parce qu'il en est totalement incapable. Il ne pourra donc pas empêcher le Titanic qu'est son système d'aller par le fond. Et il le sait parfaitement. Et c'est cela qui explique sa fuite en avant, sa propagande et la dynamique suicidaire qu'il pourrait ébranler, dont une violente déstabilisation de la société, le retour du terrorisme, le retour de la violence et, à Dieu ne plaise, une guerre régionale pour détourner l'attention sur lui-même. Voilà pourquoi le Hirak n'a pas d'autre choix que de revenir pour finir le travail et sauver le pays. Algérie, un Hirak qui revient, une gérontocratie qui panique.
C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Idir Onoren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci. Face de vous, Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci, et bonsoir à mon ami Idir. Je sais que certains se demandent pourquoi il se présente toujours. On me le demande tout le temps. Bon, alors, la question est qu'aujourd'hui, les gens veulent savoir ce que je fais aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, je suis retraité, y compris de la politique, tout simplement. Y compris de la politique, mais pas en tant qu'observateur, en tant qu'analyste. Oui. Donc, j'ai un passé, je n'ai pas de présent et je n'aurai vraisemblablement pas d'avenir. Alors, nous allons bientôt être rejoints par Samir Bouakwir, militant politique, qui va être des nôtres tout de suite. Alors, mes chers amis, le Hirak qui s'annonce, le Hirak dont le deuxième anniversaire est pour quelques jours, le 22 février, mais dans le même temps, un régime qui donne des signes, j'allais dire, hystériques de panique, notamment ce dernier édito d'El Jeish. C'est incroyable, de violence, de langue de bois, de menaces, et même qui laisse planer le spectre d'une guerre prochaine, j'allais dire. Est-ce que je me trompe, Brahim Younsi? Certainement pas. J'allais dire Hirak Moubarak. Mais même cette expression a été victime d'une piraterie. On a piraté Hirak Moubarak. Oui. C'est un détournement. C'est eux qui l'ont détourné. Oui. Et dans le même temps qu'ils le menacent au cas où il reviendrait. Voilà, ils ont dit, il a été Moubarak, c'est fini, plié, on n'en parle plus. Justement. Quant à l'éditorial de ce mois d'El Jeish, c'est... mon ami Idir pense exactement la même chose. C'est une reprise des vieux pensifs du pouvoir, du système. C'est un éditorial rébarbatif et quelque part paranoïaque. Il voit des ennemis partout. Voilà, il y a de la paranoïa. Est-ce qu'il n'agiterait pas plutôt le spectre, comme d'habitude, de l'ennemi extérieur, de l'ennemi intérieur? Oui, mais c'est ça la parano. C'est ça la parano. Il y a des ennemis à l'extérieur, il y a des ennemis à l'intérieur. Il y a des forces qui travaillent contre l'Algérie, notamment à l'intérieur du pays, pour détruire l'Algérie. Oui. Alors que ceux qui détruisent et qui ont détruit ce pays, c'est ceux qui le gouvernent. Oui. S'il n'y a pas de cohésion dans le pays, c'est parce que ce pouvoir a cassé la cohésion. Et il l'a fait de façon délibérée. Cette armée appelle à ce qu'on l'entoure. Or, pour ne pas remonter plus haut, plus loin, c'est qu'il y a une rupture, une césure entre les chefs militaires, je ne dis pas l'armée, mais entre les chefs militaires... Voilà. C'est ce qu'on nous reproche de dire souvent. Voilà. Ouais, entre les il y a une différence entre... Absolument. Les chefs militaires et le peuple. Oui. Quand les chefs militaires ordonnent de tirer sur la population en octobre 1988, c'est une rupture, une césure totale. 500 morts. Et puis, ils remettent ça. Dans les années 90, dans les années 2000, ils tirent sur la population, sur l'ensemble du territoire. Et en 2001, ils tirent sur des jeunes en Kabylie, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une rupture, une césure entre les chefs militaires et la population. Et ce que ces chefs militaires n'ont pas, ou ils l'ont bien compris d'ailleurs, c'est que ils ne veulent absolument pas que la prééminence revienne aux politiques. Et c'est là où se pose la question, qui décide dans ce pays? Est-ce les chefs militaires ou est-ce les politiques? Or, les politiques aujourd'hui, il n'y en a point. Abdelmajid Tebboune ou avant lui Abdelaziz Bouteflika, bon, surtout Abdelaziz Bouteflika, dans la fin de sa vie, j'allais dire, gouvernait-il?
gouvernaient-ils. Or, les chefs militaires, ce sont les vrais détenteurs du pouvoir. Et ils ont diabolisé à l'extrême ce fameux slogan du Hirak, le principal, Madaniya Meshi Askaria. Pour eux, c'est quasiment de la haute trahison que de le clamer. Ça veut dire pouvoir civil et non pas militaire. D'où la Madaniya Meshi. Le fait qu'il ait été verbalisé, pour moi, est un acte pédagogique, quelque part, que le peuple est verbalisé. Maintenant, il faut lui donner un sens politique, un contenu politique, pour qu'il fasse sens, justement, et qu'il fasse écho. Mais ce qu'il y a lieu, vous avez très bien fait de parler, M. Benchenouf, c'est Brahim, pardon, quand il a dit, dans l'édito d'Al-Djej, ils entretiennent sciemment l'amalgame qui est fait entre l'institution militaire et le commandement militaire aux yeux du peuple. Pour la bonne et unique raison, c'est que nous qui un peu essayons d'apporter modestement quelques petits éclairages, nous on fait le distinguo entre l'opinion de l'éditorial d'Al-Djej, qui est une opinion publique et qui est soumise à critique. Ça paraît évident. Je ne me souviens pas qu'un de vos invités ait tapé ou ait dit des mots désobligeants sur l'institution militaire. C'est deux choses différentes. Il faudra souvent le rappeler. Et quand ils font l'amalgame, c'est pour un peu s'exonérer comme ça. Or, nous savons tous que tout se décide au niveau du commandement militaire. Vous voyez cet édito, d'abord il est guerrier, il est belliqueux, il est menaçant. Brahim l'a dit tout à l'heure, c'est des poncifs éculés pour moi qui sont d'un autre temps, de notre siècle. Ils ne sont pas dans la modernité de la communication. Il pointe du doigt les gens qui osent revendiquer. Il est accusateur. Il y a il y a des paragraphes où c'est surréaliste quand ils disent le peuple est à côté de l'armée et de la direction politique. De quelle direction politique il parle? C'est un discours des années 30-40, post-guerre mondiale, avec un comment on appelle ça, un espèce de centralisme démocratique. C'est un discours qui est complètement dépassé. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, quel message veulent-ils faire passer? Le message menaçant. Le comble, c'est qu'aujourd'hui, les chefs de l'armée ne se cachent plus de vouloir faire de la politique. La preuve, cet amendement constitutionnel de l'article 30, 4e alinéa, où l'armée a toute latitude pour faire de la politique et entreprendre quoi que ce soit qu'elle souhaite. Dans l'article 30, me semble-t-il, dans l'article 30, alinéa 4, où on dit que l'armée est là pour veiller aux intérêts vitaux et stratégiques, on l'avait relevé, Brahim et moi, à ce moment-là, que d'abord, cette interprétation pouvait être extensible à souhait. Et nous avons la preuve aujourd'hui que ça se passe et que finalement c'était une protection à la limite juridique contre éventuellement leur immixtion dans la vie publique, politique, économique du pays et qu'ils soient évidemment protégés par cet article 30 alinéa 4, quoi. Si je peux me permettre, c'est juste, avant de laisser céder la parole à notre ami Samir Bouakwir qui vient d'arriver. Marhaba bik, Samir. Désolé, c'est les aléas du confinement et de la circulation combinée. Bonsoir Samir. Bonsoir. Alors, c'est sur la question, vous en avez souvent parlé, vous, et vous ne les reconnaissez pas, ou pour vous, elles n'existent pas. Je veux dire les institutions. Oui. Les institutions, l'institution militaire en particulier. Je crois que le peuple algérien ne croit plus dans ces institutions politiques. Il croit dans d'autres institutions que certains appellent les institutions invisibles. Et ces institutions invisibles, c'est particulièrement la confiance. Or, il n'y a plus de confiance entre le pouvoir politique ou le pouvoir militaire, si tant est qu'on avait confiance dans le pouvoir militaire, ou si on peut l'appeler pouvoir militaire, et bien entendu la légitimité. La deuxième institution invisible, c'est la légitimité. Or, il n'y a pas de confiance dans le système, dans le pouvoir, et ce système et ce pouvoir n'a pas en plus de légitimité. Tout à fait. Donc, la population, c'est fini, ce type d'institution n'y croit plus. Et fatalement, ils ne peuvent pas s'identifier à l'État. C'est pour compléter ce que tu dis. Absolument. Voilà. On m'a demandé de ne pas encore donner la parole à Samir Bouakwir. Ah, c'est bon, c'est réglé. Alors, Samir Bouakwir, nous avons donc abordé ce sujet d'un retour annoncé du Hirak.
qui va fêter bientôt son 2e anniversaire. Mais en fond de toile, on sent un régime qui s'affole, qui panique, qui menace, qui vitupère, qui agite le double spectre et des peurs qu'il ravive, un terrorisme, des ennemis à la frontière, et de l'ennemi intérieur, qui en fait est le Hirak lui-même, si jamais il s'avise de revenir. Est-ce que vous auriez un avis sur cette question, de cette panique surtout qui semble animer ce régime, pour ne pas dire cette oligarchie militaire? Très bien. Alors, j'ai écouté attentivement en venant dans le taxi. J'ai écouté attentivement. L'entrée en matière. Oui, l'éditorial cinglant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il faut aller au charbon. Je pense que, à mon avis, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est-à-dire un peu plus d'1 an après 2 ans maintenant, je crois, c'est 2 ans, après le 22 février, c'est qu'on est dans une impasse intégrale. Le pouvoir est dans l'impasse. Et ce qu'on appelle le Hirak, je pense qu'il faut revenir là-dessus parce qu'il faut quand même aussi comprendre un petit peu ce mouvement, comment il a évolué, et par quoi il est traversé aussi. C'est une réflexion qu'il faut tout de même avoir, si on veut sortir un peu des slogans. Parce que les slogans, ça empêche la réflexion, ça empêche le débat. Donc l'impasse, on est devant une impasse, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir qui est également soumis à des contradictions internes, ça c'est comme tout pouvoir, qui subit un choc populaire, une contestation très forte, et qui, disons, ne parvient pas à trouver quelles seraient les issues possibles. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'une panique ou... Non, je n'irai pas jusqu'à là. J'irai pas jusqu'à là. C'est un pouvoir qui est peut-être acculé, mais de là à dire qu'il panique, je pense que moi, je ne franchirai pas le pas. C'est l'impression qu'il donne, en tout cas. Oui, si on se base sur l'éditorial d'El-Jaish, je pense que l'éditorial d'El-Jaish, le ton, disons, on est devant une rhétorique habituelle. Donc, lorsqu'on compile un petit peu tous les éditoriaux d'El-Jaish qu'on a eu depuis 2 ans, c'est la même tonalité. Bon, voilà, on ne peut pas dire qu'on est surpris par le ton qu'emploie l'éditorial d'El-Jaish. Maintenant, moi je pense que ce qu'il ne faut pas commettre comme erreur, c'est de penser, et là je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, ça permet un petit peu d'échanger, que ce qu'on appelle les menaces aux frontières sont une vue de l'esprit ou une invention du pouvoir pour faire peur à la société. Alors il y a effectivement une instrumentalisation, une utilisation, une dramatisation, effectivement, donc, de ces menaces, mais elles existent bel et bien. On ne peut pas les nier. Donc il suffit de prendre la carte géographique pour voir qu'on est quand même entouré par des zones qui sont des zones de conflit, des pays qui s'effondrent, où les frontières sont devenues... Voilà, les frontières sont poreuses, etc. Et il est très difficile pour n'importe quelle armée au monde de pouvoir sécuriser un petit peu toutes les frontières. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Cette situation dure depuis au moins 15 ans, si ce n'est plus. Donc pourquoi agiter cet épouvantail maintenant? Non, il a été... c'est quelque chose qui revient réactualisé. Oui, alors bon, ça s'est quand même aggravé. Ça, il faut pour quand ce même, qui est de la Libye. Voilà, pour ce qui est de la Libye, aussi du Sahel, etc. Donc, non, il y a quand même des éléments. Le sud
sur le sud reste quand même très convoité. Hein. Je parle du sud algérien, reste très convoité par les ressources qu'il recèle. Hein. Ah, ça suscite les appétits, évidemment, non seulement des puissances occidentales, mais également des multinationaux, ou plus précisément des transnationales. Alors, je ne dis pas cela. Hein, je ne dis pas cela. Je dis tout simplement, effectivement, qu'il faut tenir compte de cet environnement qui est réel, hein, ce n'est pas une invention. Donc, c'est-à-dire que si on veut être responsable, ce n'est pas parce que la revue de Jaish en parle que c'est faux. Bon, ils en parlent après avec leurs termes, et là, effectivement, là, je peux rejoindre le fait que c'est fait dans une volonté délibérée peut-être d'apeurer, de dire attention, etc. De faire peur, attention, il ne faut pas qu'il y ait de dynamique, de mouvement, attention à la contestation, le chaos, etc. Bon, ça, c'est dans le propre de tout régime politique, de tout pouvoir politique qui veut se reproduire. Voilà, ce n'est pas un cas qui... Mais Samir, juste une question. Qu'il y ait, comme on a dit, un environnement chrysogène, personne ne peut le contester. La Libye, le Mali. Ouais. Non, mais c'est sûr. La tension entre l'Algérie et le Maroc, à cause de l'affaire du Polisario, personne ne peut contester. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a menace sur l'Algérie, que l'Algérie est visée, que les sociétés pétrolières convoitent le Sahara. Pourquoi le convoiteraient-elles puisque elles en sont le client, puisque... vous imaginez que, comme le véhicule, le régime, qui va envoyer des troupes aéroportées prendre possession du Sahara? Il y a des ressources autres que celles des hydrocarbures. Et même il y a du phosphate, il y a du zinc, il y a de l'or. Est-ce que cela suscite l'idée d'une invasion militaire? Gisement aurifère, sûrement, puisqu'ils ont lancé... Mais est-ce que cela suscite l'idée d'une invasion militaire comme on est en train de le suggérer? Non. Ouais. Là, j'ai pas compris qu'il s'agissait d'une invasion militaire. Je ne sais pas ce qui c'était écrit invasion militaire. Il y a une dramatisation, ça je suis d'accord, mais ce n'est pas écrit invasion militaire. Des défis et des menaces visant le cœur même de l'État national. Oui, c'est une agression. Non, une agression. Alors ça c'est autre chose. Ce n'est pas dans le sens... Bon, quand on parle de menaces, du moins à mon niveau, hein, moi je ne vais pas me faire évidemment le porte-voix. Ouais. Ça serait quand même assez cocasse. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas dans le sens où on va avoir une invasion. Il y a une volonté, effectivement, et c'est là, c'est ça qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une volonté, effectivement, d'affaiblir. Hein, d'affaiblir le pays, d'affaiblir ses capacités, justement, à pouvoir... Et là, le pouvoir... Pourquoi affaiblir? Alors, quand on discute à bâton rompu, pourquoi ces puissances occidentales, dont tout le monde sait qu'elles collaborent très étroitement avec le régime militaire, notamment dans le Sahel, une junte qui s'apprête à offrir ses services à ces mêmes puissances, pourquoi comploteraient-ils contre ce régime pour l'affaiblir, alors que c'est ces mêmes puissances qui le protègent, qui l'impose, j'allais dire, à la tête du peuple algérien? Non, les puissances occidentales, notamment françaises, européennes, etc., eux sont soucieux surtout, veulent éviter effectivement à ce qu'il y ait un effondrement, parce que les conséquences que peut avoir un effondrement en Algérie, c'est comme une onde de choc, hein, c'est une répercussion directement au cœur même de l'Europe, hein, quand on connaît disons, ça déstabiliserait déjà 120 millions d'âmes au Maghreb. Absolument. Même le royaume du Maroc compris. Et ça poserait d'énormes problèmes. Et donc, si on part de cette idée que le royaume compris, ça bouscule l'équation. Je te laisse terminer. Voilà, c'est juste pour terminer avec les conséquences que ça a en Europe. Donc, avec les populations qui sont d'origine, qui sont très importantes en Europe, notamment en France. Une dizaine de millions. Voilà. Donc, il y a ce souci, effectivement, de maintenir. Donc, il n'y a pas une volonté, effectivement, d'aller envahir par des chars, etc. Ce n'est pas cela. Même pas à mon avis, c'est mon humble avis, même pas de déstabiliser, puisque ce régime est l'allié objectif de ces mêmes puissances. Non, mais on prend les choses... il faut éviter les schématisations. On a affaire à un... Et ça va dans les deux sens, les schématisations. Oui. On a affaire à un système qui est traversé par des contradictions internes. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Moi, je ne considère pas que le système ou le pouvoir est monolithique.
C'est une erreur que de considérer qu'on a d'un côté un bloc monolithique qui est le pouvoir et de l'autre côté un hirak monolithique, etc. C'est beaucoup plus, complexe que cela. Parce que moi, je pense exactement comme ça, que ce régime est tout à fait monolithique, qu'il est gravé dans le marbre de ses propres lubies. Il y a effectivement des contradictions internes, des contradictions qui traversent. Oui. Mais il est monolithique dans le sens de se maintenir au pouvoir. Oui. De ce point de vue-là, il est monolithique. Ceci étant dit, je ne suis pas... On peut discuter à bâton rompu. Je ne suis pas totalement d'accord avec Si Samir, pour une raison simple. Oui. Si effectivement, et le mot a été prononcé, il y a une déstabilisation géopolitique, et qu'il peut y avoir effectivement des perturbations sur le plan national, notamment dans le sud. Comme en Libye, par exemple. Pas à ce point-là. Oui. Pas à ce point-là. Pas même. Oui. Pas même. Parce que nous sommes aussi, il est vrai, depuis longtemps, depuis au moins les années 75, depuis 1975, que l'Algérie a pris position sur un conflit qui concerne y compris ses frontières. Y compris ses frontières. Oui. Et ça fait 45 ans que cela dure, que la déstabilisation extérieure se manifeste. En principe, au lieu d'accuser les forces internes, parce qu'elles ne sont pas d'accord avec le régime, avec le système, de travailler pour cette déstabilisation qui viendrait de l'extérieur. C'est au contraire, le régime, le système politique et le pouvoir devraient se donner une légitimité ou donner une légitimité au pouvoir pour pouvoir affronter collectivement, dans l'unité, les menaces extérieures. C'est ce à quoi je voulais arriver. Voilà. Si j'avais terminé le raisonnement. Je pense qu'il faut éviter les attitudes extrêmes qui consistent à dire que ces menaces n'existent pas. Ces menaces ont pris des formes aujourd'hui qui sont quand même à une échelle importante, puisqu'on assiste à des reconfigurations, à des alliances géostratégiques. On ne peut pas comparer avec les années 75. Mais voilà, donc entre nier cela et puis dire effectivement que la meilleure façon que de résister à cela, ce n'est pas évidemment d'aller dire attention ou de menacer, etc., mais c'est au contraire de construire de vraies institutions démocratiques. Ça, on est d'accord. Et nous allons venir sur ce point intéressant et dire, mais je vais revenir sur ce sujet en particulier. Moi, je pense que ça fait partie de l'édito quand l'éditorialiste écrit il y a des parties étrangères, etc., etc. Moi, je trouve objectivement, Samir, que parler de géopolitique, comme on l'a fait tous là maintenant, c'est pas le cœur de cible. C'est un élément parmi tant d'autres de la crise. D'accord ? Quand on lit l'édito, il faut revenir au cœur de cible, me semble-t-il. Quand on lit l'édito, je suis désolé, on est dans la théorie du complot, tant sur le plan interne que sur le plan externe. Ça veut dire, mais on ne peut pas, à partir de ce moment-là où quand on lit l'édito, on ne peut pas déroger au fait que si sur le plan interne ça ne va pas, c'est ce qu'on disait, démocratie, institution pérenne, est-ce qu'on peut raisonnablement gouverner, présider un pays à l'encontre de la majorité du peuple algérien? C'est tous ces éléments constitutifs de la crise. Et parallèlement à ça, il y a un problème, il y a un gros problème d'appréciation par rapport à l'édito d'El-Jet, au-delà qu'il soit sur le plan externe, tu en as parlé. Brahim t'a complété. Sur le plan interne, il y a des problèmes. Donc l'édito repose sur ces deux axes. Il y a aussi la Journée nationale du Moudjahid qui a été introduite. Et parallèlement à ça, quand il y a en face de toi, il donne aussi un chèque en blanc, il renouvelle carrément la confiance au président Tebboune, un président malade, faut-il le rappeler? Ça, c'est important. Et donc, M. Benheimer nous dit qu'il est en train de réussir tous ses paris. C'est la dernière déclaration. Et que l'Algérie nouvelle est... Non, en plus, juste, Brahim, je termine juste ça, excuse-moi, mon ami. C'est qu'en plus, il paralyse, il tétanise la parole politique publique en parlant des élections législatives. Pourquoi cet édito parle des élections législatives?
Est-ce que c'est dans ses prérogatives de parler Parce des que ce élections? sont les chefs de l'armée qui ont Oui, la réalité non, du oui, pouvoir. non, mais ça, mais la question, je la pose, c'est dans ce sens, justement. Oui. Il y a des tas de petites niches comme ça, et cet édito, il peut être déconstruit. Il peut être déconstruit. Par contre, je suis entièrement d'accord que les menaces sont réelles sur notre pays. Oui. Les menaces, elles sont réelles. Je suis entièrement d'accord avec toi. indéniable. Mais je pense que c'est l'instrumentalisation de ces menaces réelles. Alors, à ce moment-là, que font nos services pour Mais, contrecarrer? Pourquoi on n'a pas anticipé, pardon, je termine juste, Ouais. pourquoi on n'a pas anticipé la crise en Tunisie, Ouais. c'est-à-dire le départ de Ben Ali? Pourquoi on n'a pas anticipé le chaos, sachant que la Libye n'est pas un État dans le sens moderne du terme, que c'était une gouvernance rochia, par les Je peux tribus? permettre juste ça. C'est toutes ces questions-là qui doivent... voilà. Parce que nous ne sommes pas, me semble-t-il, au même niveau de la réalité. Nous n'avons pas la même perception de la réalité. Le peuple et le pouvoir ne sont pas au même niveau de la réalité, pour reprendre une notion bergsonienne, de Bergson. La réalité du peuple n'est pas celle que veut nous montrer le pouvoir, qui parle d'ailleurs dans cet éditorial de réalité concrète, qu'il y avait une réalité concrète, et que cette réalité concrète, c'est celle de l'union, de l'unité du peuple qui se bat, mais il y a des forces marginales qui travaillent contre le pouvoir. Les contre l'État. rêveurs qui veulent semer le chaos et la discorde au sein du peuple. Exactement, exactement. Mais donc, parce que nous sommes à deux niveaux, ou à des niveaux différents de la réalité. Le peuple est dans une réalité extrêmement dure, extrêmement difficile, alors que les chefs de l'armée, parce que nous parlons de l'éditorial du peuple, du peuple, l'éditorial de l'Djish, l'éditorial de l'Djish, qui nous dit que tout va bien, que l'Algérie nouvelle est en train de souffrir et qu'elle se concrétise et qu'il y a une cohésion entre le peuple et son armée, alors que jamais, dans aucun pays au monde, on n'a parlé du lien entre un peuple et son armée. Nulle part. Comme si c'était deux entités séparées. En plus, Hein, et jamais on n'a parlé du lien entre un peuple et son armée. L'armée est là, et précisément dans une situation de conflit comme celle, effectivement, qui existe dans notre environnement. Cette armée doit veiller à la sécurité et à la défense de notre peuple. Alors, absolument. Samir, pardon, avant de revenir à voulais cette rebondir. question de menace, et je vous laisserai rebondir, mais vous avez dit tout à l'heure que ce régime ou ce système ou cet État, vous l'appelez comme vous voulez, est en mesure de pouvoir, j'allais dire, s'amender pour pouvoir construire sur du vrai, sur du solide. Est-ce qu'il en est seulement capable? Est-ce qu'une médiocratie j'ai pas de entendu ce cela, type... hein, par contre, mais- Non, c'est ce que j'ai compris après. Est-ce qu'une médiocratie de ce type peut s'amender, peut demain redevenir un État vertueux qui pourrait construire, fonder des institutions vraies, lancer des élections sincères, laisser le peuple souverain décider de qui sera son représentant? Est-ce qu'un tel régime peut s'amender tout simplement? Moi, je pense que c'est moins la volonté de le faire que le contexte dans lequel on est et qui est grave, qui va l'imposer. C'est cela, c'est le contexte qui va contraindre. Ça relève moins de la volonté, parce qu'en termes de volonté, il est clair que nous avons affaire à un pouvoir, comme tout pouvoir, qui veut se reproduire et qui cherche effectivement à gagner du temps, à affaiblir. Mais le contexte général, parce que, bon, on a parlé, c'est un élément parmi tant d'autres, je suis d'accord avec toi à y dire, mais il y a les situations financières, il y a la situation économique. Il y a la rente qui s'érode au fur et à mesure. Il y a aujourd'hui, là, on a entendu là, dans la presse que voilà, la loi sur les hydrocarbures, ils sont en train de mettre en place les décrets d'application pour la mettre en œuvre, parce qu'il faut absolument ouvrir aux partenariats étrangers, parce que la production à l'intérieur, a diminué, la demande intérieure a augmenté, a explosé. Donc on ne peut pas, dans ces conditions-là, il arrivera un moment donné, on ne peut plus assurer la sécurité énergétique du pays. Et donc il y a effectivement, donc on recherche effectivement à gagner du temps, mais
C'est vrai que tout cela ne s'inscrit pas dans le cadre d'une vision, d'un projet. Et c'est ça le problème. Ça, c'est vraiment, on est dans ce qu'on appelle la stratégie du court terme. Non, mais moi je suis dans une vision systémique. Voilà. Est-ce qu'un tel régime, prédateur, mafiocrate, médiocrate, peut demain s'ériger en système vertueux qui va corriger tout ce qu'il a démoli, ravagé, et pouvoir permettre des élections sincères, la séparation des pouvoirs, construire une économie qui soit rationnelle. Alors, je vais vous retourner la question. En parlant, moi je vois où vous voulez en venir. Oui. En fait, en disant qu'on a affaire à une mafia, etc., que c'est monolithique, c'est tous des mafieux, etc. C'est exactement ce que je pense. On s'interdit toute issue politique, toute solution politique. À la limite, si vous les présentez comme ça, il faut prendre les armes et puis aller les combattre, c'est tout. Non, mais en fait, dans la logique, c'est ça. Moi, j'écoute ça, je me dis, bon, on a affaire à des crapules. Non, mais moi, je vous ai posé une question. Est-ce qu'un tel système peut s'amender? J'ai dit que ça relève moins de la volonté, qu'il y avait des contradictions internes. Je vais prendre un autre exemple. J'ai parlé de la loi sur les hydrocarbures. Effectivement, il y a une volonté, disons, de certains au sein du pouvoir qui, aujourd'hui, voyant que leurs privilèges sont menacés par le fait que la rente s'est érodée, sont tentés de pousser vers l'endettement extérieur, qui leur permet d'avoir une manne qui vient de l'extérieur pour maintenir des privilèges. Pouvoir le trouver, cet endettement. Voilà. Non, donc il y a des grandes décisions, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne se résume pas, ce qu'on appelle en général, de manière générique dans la littérature politique algérienne, c'est-à-dire la lutte des clans. La lutte des clans ne se résume pas uniquement de mon point de vue, un contrôle de la rente, etc. Il y a aussi des contradictions de vision. Je vais prendre par exemple un élément, l'histoire de... Alors, est-ce que vous savez que, par exemple, l'Algérie a signé un accord de coopération militaire avec la France en 2008 ? Très peu le savent. Parce que bon, ce n'est pas quelque chose qui a été soumis à débat, de toute façon, ni le Parlement, quoi qu'on puisse penser de ce Parlement, ni les partis politiques n'ont eu, ça a été signé comme un décret par Bouteflika, à la présidente, que ça a été signé, et puis les décrets dans le journal officiel, c'était en 2013. C'est dire qu'on tient à l'écart, le problème, il est là. Quand je lis l'éditorial d'El Gis, c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'on tient à l'écart, les Algériens, des questions qui sont fondamentales et qui touchent aux choix stratégiques. Quand je parle des Algériens, je parle des partis qui les représentent éventuellement, de leurs représentants légitimes. C'est dans le cadre démocratique. Voilà. Comment on peut tenir à l'écart les Algériens de ces choix stratégiques? La question de sécurité nationale. On est d'accord. Ce n'est pas une question uniquement militaire ou policière, etc. La sécurité nationale, tu ne vas pas me contredire. La pandémie est une affaire de sécurité nationale. La sécurité nationale, ça intègre les éléments politiques, économiques, sociaux, culturels, etc. Mais évidemment. Et quand on tient à l'exclusion les Algériens, quand on tient à l'exclusion des partis politiques, etc., on ne peut pas durablement, l'armée, je l'ai dit au départ, quelle que soit l'armée, la puissance de l'armée, elle ne pourra jamais durablement protéger les frontières, etc. Moi, je pense... Le pays a besoin d'institutions. C'est pour ça que je dis que, ou bien il y a quand je dis que c'est le contexte qui va dicter, c'est qu'à un moment donné, on va se retrouver dans une situation où c'est l'effondrement. Et l'effondrement, c'est tout le monde qui va y perdre. Non, Samir, je comprends tout à fait, j'entends ce que tu nous dis. Mais pour moi, ça devient un peu accessoire. Pourquoi? C'est très important ce que tu dis, mais dans l'étape et dans la séquence que l'on vit, il y a des problèmes éminemment politiques, ils sont liés à ça. Moi, que tu me dises, il y a certains groupes, certains lobbies qui nous poussent à l'endettement pour la manne, etc. Moi, je pense que c'est marginal, ça, franchement. Nous avons un problème dans le pays, c'est que M. Tebboune est dans la ligne de son prédécesseur, M. Bouteflika. Il est malade, il a été adoubé par le commandement militaire, mais à la différence de M. Bouteflika, ça c'est important, c'est qu'il avait une équipe autour de lui. Il y avait le RND, le FLN, TEJ, MPA. Il avait le patronat, il avait l'UGTA, il avait quelques forces sociales qui l'ont protégé. Des relais. Qui l'ont protégé. Et moi, j'estime que
En 2013, il aurait dû démissionner parce que l'absence de pouvoir qui n'était pas incarné, le pouvoir présidentiel, parce qu'il faut dire une chose, il est dans notre tonneau, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. C'est pas, ça, il est intriguant, il a des attitudes florentines, il est arrivé là où il voulait, il a essayé de manipuler l'armée, je ne veux pas être en 3/4 de président. Finalement, je pense qu'il a été un président à part entière. Et c'est dommage. Et il a été Jusqu'à son AVC. Tout à fait. Par contre, aujourd'hui, M. Tebboune est un président esselé. Il n'a aucune force sociale, il n'a aucune société civile avec lui, il n'a aucun parti politique chargé de sa garde rapprochée. Et il n'a plus la rente. En plus, il n'a a plus la rente. En plus, il a plus les moyens de la rente. On a aussi des partis politiques de notre pays, je pense au FFS, au RCD, au PT, au MDS, etc., qui n'ont pas encore crevé le plafond de verre. On est bien d'accord. Moi, ce qui m'inquiète, Samuel, c'est qu'en comparant les deux situations, en étant dans une espèce de parallélisme de forme, c'est qu'avec le retour du Hirak, parce qu'il faut aller au cœur de cible, monsieur Michelouf, qu'est-ce que ça va faire? Ça va simplement, les deux protagonistes de la scène publique et politique, pourtant j'ai beaucoup de respect pour M. Mohsen Belabès, pour la direction du FFS, pour toutes ces parties-là, les deux protagonistes de la scène publique et politique, ce sera le Hirak et le commandement militaire. Et c'est là le drame. Oui, parce qu'il n'y a pas de force sociale. Non, vision des choses. Tu es libre de... je vais revenir sur ça. Oui, non, il n'y a pas de souci. Mais si on prend ça en termes de parallélisme de forme, il n'y a pas de parti politique qui peuvent charrier le Hirak. Le Hirak, est-ce que tu as capté sa demande sociale? Non. Sa demande politique? Non. Il y a tout et n'importe quoi dans le Hirak. Les partis politiques, il y en a beaucoup qui travaillent. Moi, je tire chapeau à Mohsen Belabès sur la qualité de sa communication, sur la qualité de ses prises d'opposition. Le FFS, malgré sa crise aussi, Madame Hadoun, que j'ai écouté 2-3 fois, etc., mais ils n'ont pas encore crevé, ils n'ont pas encore fait corps, si j'ose m'exprimer ainsi, mais avec le Hirak. Avec tout le mérite qu'on ne peut pas leur dénier, oui. En quoi le RCD ou le parti de Madame Duzahnoun ou n'importe quel autre parti, un tant soit peu vertueux, peut-il peser sur les événements? Non, parce que là, moi, personnellement, je reviens vers ce que vous avez dit juste avant. Oui. C'est qu'en fait, le vrai, et c'est pourquoi ça ne semble pas être d'accord, c'est que le vrai conflit, le vrai clivage, la vraie dualité va arriver décisif, la vraie dualité, c'est le Hirak d'un côté et le commandement militaire. Tout à fait, c'est là où je voulais en venir. Non, mais je ne suis pas d'accord avec cette façon de présenter. Alors, Brahim Youssef, puis je reviens. Non, je t'assure. Allons-y, on va inverser le tour de micro. Tu as plus de cheveux blonds que moi. La place aux jeunes. Voilà. Ça me rassure. Hein. Le privilège de l'expérience. Moi qui pensais que... Je pensais l'étape d'une année, mais bon, voilà. Alors, non, juste sur cette façon de présenter la chose, de façon... très manichéenne. Manichéenne, dichotomique, etc. Non, c'est deux situations. Oui, non, c'est pas... C'est-à-dire que présenter la chose en ces termes-là, je l'ai dit au départ, ça empêche un petit peu de voir les choses. Je pense que les élites, d'une manière générale, ou les intellectuels, plutôt que d'aller reprendre, crier plus fort que les manifestants, auraient dû d'abord penser dans quel moment, comment ce mouvement-là qui est né le 22 février, et je rappelle le 22 février, et je rappelle que dans ce mouvement-là, il y avait évidemment une réaction contre un 5e mandat, mais il y avait aussi, de façon sous-jacente, une demande sociale. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté aussi de récupérer le pouvoir économique. Quand on parlait politique. Voilà, politique et économique aussi. Quand on dit l'avènement d'un état de droit. etc. Les Algériens qui sont sortis, effectivement, ont exprimé cela. C'est ça le point de départ. Donc, ce mouvement ensuite a évolué. Bon, il a évolué, il est passé par des étapes avant l'élection du 12-12, après, etc. Mais il faut reconnaître aujourd'hui... Alors, moi, je ne vais pas faire dans la provocation. Je ne vais pas parler des Hirak, parce que sinon, je vais avoir une levée de bouclier. Il vaut mieux éviter. Mais le Hirak est traversé par des contradictions. Alors, je ne les situe pas au-delà de l'aspect idéologique. Ça, c'est pas il est traversé par des contradictions au niveau de l'orientation stratégique.
On retrouve de tout, là. On a affaire... Donne du contenu à l'orientation stratégique, surtout. Voilà, non, qui ont des groupes qui agissent à l'intérieur et qui ont des orientations stratégiques différentes. Il y en a qui Est-ce qu'ils ont le même objectif stratégique? Voilà, c'est ça, qui ne convergent pas forcément, c'est ce que je veux dire. Pour le moment, les seuls objectifs exprimés sont ceux... compréhensibles. Non, mais si tu me laissais terminer, je vais être plus clair. Il y a des groupes à l'intérieur. On a vu tout au départ, ensuite il y a eu des gens qui ont rejoint les manifestations. On a vu une partie du régime, certains oligarques, etc. Et c'était quand même assez extraordinaire de voir dans une manifestation. Alors on peut applaudir évidemment, mais ça interroge. Où on voit un chômeur ou un salarié avec un patron main dans la main contre le système, etc. Donc bon, ça c'est des choses qui devaient interpeller. Mais on va dire que la réaction était contre une situation donnée, c'était normal. Mais au fur et à mesure qu'on avance, donc il y a des groupes effectivement qui aussi ont pour modèle ce qu'on appelle, entre guillemets, les révolutions colorées aussi, ça existe, hein, et des stratégies. Il y a des personnalités aussi qui ont tenté aussi qui ont perçu le Hirak comme une possibilité un petit peu de se dédouaner par rapport à un parcours qui était pour le moins ambigu. Bon, et puis il y a cette grande masse de jeunes, parce que moi c'est ce qui est intéressant. Il y a aussi des groupes qui, effectivement, sont pour la contestation. Et on peut s'interroger, effectivement, qui empêchent tout débat et qui nous amènent à nous poser des questions sur leur volonté réelle. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Le discours, l'espèce d'infantilisme, du radicalisme infantile, qui fait qu'on enferme les gens dans des discours extrêmes qui ne débouchent sur rien du tout. On aime bien se dire, bon, qu'est-ce qu'ils veulent mais par contre, ça, il y a une majorité de jeunes. Et les jeunes, c'est surtout les jeunes diplômés, hein, qui, pendant les années Bouteflika, ont vu un petit peu comment des médiocres, des gens sont accaparés les richesses. Hein. Moi, je parle des Haddad, des Tahkout, qui sont incapables de prononcer une phrase correcte. Etc., qui sont accaparés des fortunes, qui sont devenus des milliardaires, etc., du jour au lendemain. Et puis il y a cette grande masse de jeunes diplômés qui étaient là, et puis qui voient que finalement, ils n'ont pas droit de citer. Et c'est cela à qui il faut répondre. Mais Samir, je donnerai la parole à Brahim. C'est pour ça que quand je dis le Hirak, alors retour de Hirak ou pas retour de Hirak, moi j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. Il est du moins annoncé. Mais annoncé par qui? Annoncé par qui? Voilà, la question annoncé elle est là. par le Hirak lui-même. Le Hirak c'est quoi? C'est une organisation? Non, mais les Hirakistes, ceux qui ont l'habitude de sortir, qui représentent une grande masse de jeunes dans tout le pays, sont en train de se donner rendez-vous pour le 22 février. Non, mais c'est vous qui dites qu'ils représentaient une grande masse, etc. Mais on n'en sait rien. Je ne sais pas. Hein, moi, je suis en train de poser des interrogations. Vous avez suivi les Hirak pendant qu'il a occupé la rue, des gens qui se comptaient par millions. Oui. Mais ça, je ne trompe pas. La première phase, pas une lubie. Oui, la première phase, oui. Ensuite, il y a eu de moins en moins de personnes. Parce que le régime ne restait pas désarmé, il ne restait pas immobile. Si jamais et c'est à partir moi, de je vais en arriver. Si je dis cela, ce n'est pas pour créer de la polémique, etc. Non, mais c'est juste qu'il faut engager la réflexion. Au sein de ce mouvement. Samir Bouakwir, je donnerai la parole à Idir Ebrahim. Samir Bouakwir, ce Hirak, il est ce qu'il est. Hein, personne ne prétend vouloir le décrire de façon uniforme. Il est ce qu'il est. Déjà, c'est une évolution. Il est sorti, mais ses aspirations étaient claires. Avant que le régime ne commence à manipuler, à ne créer des tiraillements insensés et à semer des couleurs, comme vous dites. Au début, le Hirak, il disait Madaniya Machi Askariya, Tarhlou Ga, démocratia. Ses aspirations étaient claires. Une transition pacifique, une assemblée constituante. Oui, mais moi je veux en arriver à un... C'était clair. Je veux en arriver à quoi compliquer ce qui était très simple et très l'aspiration, il ne s'agit pas de compliquer, il s'agit de voir aujourd'hui, il y a une impasse. Et l'impasse, elle est globale. Il y a une impasse créée par le régime. Voilà. On ne peut pas dire que ce qu'on appelle le Hirak a produit les cadres organisationnels qui permettent justement... Parce qu'un mouvement, hein, quand on parle de mouvement révolutionnaire,
un mouvement révolutionnaire, ça suppose une organisation. Il est dans une première étape. Je termine. Il est dans une première étape. Oui. Non, mais première étape. Vous êtes en train de schématiser de façon schématise pas. un peu carrée, j'allais dire. Je ne sais pas si on fait un dialogue entre nous. On discute. Non, mais je termine le raisonnement. Si je soulève ces questions-là, c'est de dire qu'il est important d'ouvrir des débats. Il est important d'ouvrir des débats sur... parce que la question du changement, ce n'est pas un slogan, hein, ce n'est pas un système dégage, et puis voilà, il va dégager du genre. Alors, Brahim Younsi, est-ce qu'on peut ouvrir des débats Je voulais, pour terminer, juste un petit mot, c'est que le changement, ça se construit. Et ça se construit avec des instruments. Il y a les partis politiques. Moi, je ne ferai pas le procès des partis politiques, même s'ils ont, ils ont des limites objectives. Mais rien n'empêche, effectivement, qu'au sein de ce mouvement puissent émerger des cadres organisationnels. Alors, Brahim Younsi, est-ce que ce Hirak peut se construire? Est-ce que ce régime lui permettra de se construire? Est-ce qu'il porte en lui les ferments annoncés d'une organisation? Est-ce que ce n'est qu'un mouvement comme ça, de simple humeur, qui va passer avec... D'abord, me semble-t-il... Non, je pose la question. Et Samir ne me contredira pas. Je crois que c'est une révolution, et que c'est un mouvement révolutionnaire qui va générer effectivement son élite révolutionnaire. Mais ce que je veux dire, au fond, c'est que toutes les révolutions qui se sont produites dans le monde, quelles qu'elles soient, elles ont commencé comme cela. Elles se sont même, disons, les factions ou les différences qui étaient dans les révolutions se sont même combattues à l'intérieur de la révolution. C'est dans la nature des choses qu'il y ait des contradictions dans la révolution. Et il y a des contradictions. Personne n'a dit qu'il y avait une homogénéité, parce que les gens, d'abord, viennent de tous les horizons. Mais ceux qui devaient jouer un rôle de réflexion, d'organisation, de penser cette révolution, parce que ce sont des partis organisés. Or, il y a une faillite des partis politiques. Moi, sincèrement, je les appelle la diagonale du vide. C'est pour reprendre un terme des géographes, c'est la diagonale du vide. Les partis, depuis le 22 février, sont totalement absents, n'ont produit aucune idée. Je dis bien aucune. Ou alors certains parmi eux se sont engouffrés. Certains parmi eux se sont engouffrés dans le sens du régime pour appeler aux élections. Moi, je crois qu'il n'y a aucune idée n'a véritablement émergé des partis pour être reprise par la révolution. Voilà, nous connaissons ce que nous appelons les slogans. C'est qu'une révolution comme celle-là, où c'est des millions de gens, c'est quasiment jamais vu dans l'histoire contemporaine. C'est des millions de gens qui viennent d'horizons divers, de pensées diverses, d'orientations diverses, et qui se retrouvent dans un pacifisme, qu'on le veuille ou non, extraordinaire, qui vont vers la même destination. Et quelle est cette destination? Et c'est là où les partis auraient dû y penser. Quelle est cette... Nous en avons parlé tout à l'heure. C'est la légitimité. Voilà la destination de la révolution. Ce n'est pas les contradictions, les bagarres d'idéologie, etc., viendront après, dans la mesure où chacun accepte la légitimité et comment on construit la légitimité, y compris dans le Hirak. Nous en avons parlé ici. Quelles sont les modalités de légitimation des choses? Est-ce que pour autant les partis, parce qu'ils sont reconnus par le pouvoir, sont-ils plus légitimes que n'importe quel autre Algérien qui s'engage en politique, même s'il s'engage en politique, en dehors de toute organisation? C'est la question de la légitimité, des modalités de légitimation qui se pose encore dans le Hirak et même dans toute la société algérienne. On en a souvent parlé, ce problème de légitimation. Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est que, là je partage un peu avec Samir ce qu'il a dit, c'est qu'il faut que l'ensemble des citoyens et citoyennes qui sont dans le Hirak, ceux qui sont censés réfléchir, penser le projet, penser le projet, comment arriver à faire, parce qu'il est impossible de faire, parce qu'il faut que tous ces slogans-là soient repris de manière politique.
Il faut que le Hirak, à mon sens, passe de la stratégie de ce que je peux appeler de la tension et de la revendication à une stratégie de construction d'alternatives. Mais pas d'alternatives politiques comme mêlées d'idéologie ou teintées d'idéologie. C'est comment arriver à construire avec toutes les personnalités que le Hirak sécrétera. Inévitablement, ça prendra peut-être un peu de temps. En Algérie, il me semble, je ne sais pas si tu suis l'actualité en Algérie, il y a plein d'initiatives politiques. Comment faire pour qu'elles puissent toutes converger et aller dans un seul sens, comme l'a dit Brahim? Comment organiser la transition? C'est quoi cette transition? Sur quel socle de valeurs nous allons construire cette transition? Après, les outils dont parle Brahim, moi j'ai dit ici sur votre plateau plusieurs fois, le problème qui se pose au Hirak, c'est l'identification de nouveaux acteurs. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas encore, qui ont des compétences, qui ont des parcours politiques ou pas. Donc, identification de nouveaux acteurs. Deuxièmement, les outils, comment faire. Et troisièmement, c'est la méthode. C'est ça qui risque d'arriver. Mais ça, c'est théorisé. Et les grands mouvements, ça prend du temps, comme l'a si bien dit Ibrahim, à pouvoir converger vers ce type d'objectif. Notre souci, en tant qu'Algériens, nous devons uniquement penser comment arriver à la transition et l'arracher au pouvoir. Tout simplement. Le reste, ça s'accommode. Processus constituant, tout ce que vous voulez, nous sommes d'accord à ce moment-là. Samir, vous voulez rebondir? Oui, juste pour dire qu'on est d'accord sur les vérités de base. C'est-à-dire que la vérité de ce mouvement du 22 février, là on est d'accord. Il n'y a pas matière à débat. Disons, il n'y a pas matière à débat. Il y a une large aspiration. Et c'est un mouvement, bien sûr, c'est un mouvement exceptionnel. Il y a une demande de participation politique, parce que c'est ça le cœur du problème. C'est une exigence de citoyenneté. Hein. Voilà, si on peut parler de révolution, même si ce terme, moi, je le rapporte, je suis un peu très classique à ce niveau-là. Tu le relativises, quoi. Pour moi, c'est sur les modèles des révolutions bourgeoises, prolétariennes, etc., où on a un projet commun, une direction unifiée, etc. Je crois que pour ce qui concerne le Hirak, c'est atypique. Voilà, maintenant si on peut parler, de révolution, c'est-à-dire fait, celui du passage du sujet au citoyen. Oui, une révolution citoyenne. Moi, ça me pose pas de problème hein, sur le terme quand tu dis oui, on est dans un processus révolutionnaire. Une révolution extraordinaire des idées. Oui, tout à fait. De toutes les façons, moi je considère que le changement est inéluctable. Le changement est inéluctable. C'est un processus. Voilà, le 22 février, c'est une rupture historique, c'est une dimension historique. Il y a le temps historique, il y a le temps politique, électoral, etc. Bien sûr, ça c'est... voilà. Et nous sommes dans un temps historique, ça prendra du temps, c'est clair. Il faut donner le temps de la maturation. Les contradictions, elles existent effectivement, mais l'intelligence consiste à savoir les gérer. Bon, voilà, c'est tout ça. C'est ce débat-là qui doit avoir lieu au sein de ceux qui militent pour le changement. Et moi, que je mets ceux qui militent dans le changement, y compris les partis politiques. Évidemment, je regrette. Évidemment. C'est-à-dire que c'est un peu excessif de parler de faillite, vu dans quel contexte. Je parle des partis d'opposition, évidemment. Vous comprenez que je ne parle pas de... voilà. Je les exclus de mon dictionnaire. Voilà. Alors, oui, il y a des limites, il y a eu des erreurs, il y a eu, etc. Voilà. Il y a des contraintes objectives, et on va dire exogènes, hein, qui ont fait que les partis n'ont pas pu évoluer. Aussi endogènes. Hein, voilà, oui, endogènes. Il y a des problèmes organiques partout. Je suis d'accord. Ouais. Mais moi, quand je dis... allons jusqu'à dire qu'effectivement, c'est la faillite. Mais il ne faut pas se limiter à ce constat. Voilà. Alors, il ne faut pas se limiter à ce constat. Moi, quand je discute avec des jeunes hirakistes, etc., des baroudeurs. Voilà, des baroudeurs, etc., bon... Je leur dis, c'est très bien, on dit à l'UFFS, à l'URCD, à ceci, les partis, à deux, il faut les haouga. Bon, je leur dis, à ce moment-là, oui, très bien, il n'y a pas de souci, moi je suis d'accord. On jette tout le monde à la poubelle, mais il faut créer quelque chose, bon Dieu, bonsoir. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec... Non, juste termine. Vous n'êtes pas d'accord avec ces partis, créez d'autres, mais comprenez que pour faire avancer un mouvement, etc., il faut des organisations. Je ne parle pas de structuration, de représentativité. Hein, ce n'est pas du tout ça le sens. Débat, on l'a eu plusieurs fois. Il faut des organisations. Créez vos organisations. Entre l'organisation et la structuration. Voilà. Brahim Younsi, puis j'aurai une question, si vous le permettez. Brahim Younsi, vous souhaitez intervenir? On se tutoie.
Toi, tu es dedans, tu es là-bas. Nous sommes ici. Tu es en Algérie, tu vis cela de près, sans doute. Nous sommes ici, mais même de loin. Mais il est là, Ah, Samir. tu n'es pas. Ah, Il est là, ça. Maintenant, je suis là. ah, d'accord. Ok, je pensais que tu étais. On est Voilà. tous là. Mais Malheureusement. parfois l'exil intérieur est Oui. plus douloureux. Ouais, d'accord. On a peut-être beaucoup plus de recul quand on est à l'extérieur. Ne me parlez pas de ça Ouais. parce que les gens qui sont Mais- au pays souffrent énormément. Non, mais oui, l'exil intérieur. Mais le Je parle de sentiment, l'exil intérieur. plus que le sentiment, la conviction que j'ai que cette révolution est en train d'être fécondée pour être féconde. Il y a une fécondation de cette révolution. Et tout le monde y participe. Il ne faut pas attendre et s'attendre surtout qu'il y a eu cette crise sanitaire, cette pandémie, qui a fait que... Mais c'est vrai qu'il fallait profiter de cette crise sanitaire pour travailler. Et on l'a dit ici, qu'il fallait penser Pensez exactement. la transition de la révolution. Penser cet arrêt de la discontinuité de cette révolution. Il fallait la penser. Or, effectivement, il faut le dire, ni les partis politiques. Je crois que les partis politiques qui existent, qui sont agréés, voient autre chose que la révolution ou que le changement qui viendrait de la révolution. Idil, puis j'aurais une question. D'accord. Ouais. Pour répondre à Samir, je n'ai jamais dit qu'il y avait une faillite des partis politiques. J'ai Non, dit c'est les bon, partis c'est bon, politiques. Ah bon, non, d'accord. c'est Brahim Ce qui qu'il l'a y a, dit, c'est c'est que ces partis politiques qui se sont coalisés à l'intérieur du PAD, c'était un des éléments qui aurait pu amener vers une organisation du Hirak. Il y a d'autres initiatives de la société civile. Il faut tout simplement, pour moi, en ce qui me concerne, leur laisser un peu de temps, un peu de maturité. Je ne sais pas, l'un de vous a parlé de maturité. Il faut que ça mature un petit peu. Et moi, je suis intimement convaincu qu'on doit tous aider à ce que toutes ces initiatives convergent sur un socle de valeurs dont la Alors, citoyenneté. Je te rejoins. Idil, et mes chers amis, vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas s'arrêter à un constat de faillite, même si c'était le cas. Il se trouve malheureusement que c'est un cas de faillite. Nous sommes en faillite, nous sommes en fin de butée, en fin de ressources. Plutôt ce régime est en fin de ressources. Et ce régime ne sait rien faire d'autre que gérer la rente. Il ne sait pas créer la richesse. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Depuis l'indépendance, il n'a jamais appris à créer la richesse. Il n'a fait que redistribuer la rente, en commençant par les cercles qui lui sont les plus proches, et allant de cercles concentriques en cercles concentriques, jusqu'à des couches plus larges pour acheter la paix sociale. Et là, c'est titanique. Il n'y a pas d'autre possibilité quand les réserves de change seront épuisées que d'aller vers l'endettement. Or, même l'endettement, c'est impossible dans les besoins qui sont ceux de l'Algérie en ce moment, puisqu'il faudra au système, pour faire continuer à faire bouillir la marmite, à peu près 30 milliards de dollars par an pour pouvoir équilibrer, pour pouvoir atteindre ce seuil incompressible des dépenses. Or, personne ne peut vous prêter 30 milliards par an, à plus forte raison que vous n'êtes pas solvable, à plus forte raison que vous n'êtes pas crédible. Et donc, à votre avis, quand les réserves de change seront épuisées, je pose la question à vous trois, quand les réserves de change seront épuisées, quelle sera l'alternative du régime pour continuer à nourrir les gens, à importer, Dieu sait que nous importons quasiment tout ce que nous consommons, y compris pour les produits que nous produisons, comme l'agriculture par exemple, où les intrants sont massivement très très importants. Comment on va faire ce régime pour faire face à ce que moi je qualifie comme une véritable faillite? Oui, mais c'est pour ça qu'il faut sortir tout de suite de l'impasse, parce qu'effectivement, nous y allons tout droit. Et même une dictature, elle est obligée d'assurer un minimum vital dans une société, hein, même une dictature. Hein. Elle peut priver les gens de liberté, mais assurer au moins la sécurité alimentaire, etc., etc. Une redistribution des biens. Voilà. Aujourd'hui, le système, il est confronté. Enfin, le pouvoir après, le système après, on peut débattre un peu de la notion de système, mais c'est pas parce que c'est assez complexe hein, quand on parle du système, mais c'est pas le lieu. Effectivement, confronté un petit peu à cette situation, qui voit un petit peu les ressources du pays s'amenuiser.
Bon, ils sont pressés un petit peu avec cette loi sur les hydrocarbures d'essayer d'avoir des partenaires pour essayer d'aller. Et encore, ça va prendre du temps. Ça, c'est même pas encore. Ça va pas se faire au dans moins une un an, demi-douzaine 2 ans. d'années. Voilà, ouais, on va dire, voilà, 5, 6 ans, 10 ans. Tout à fait, voilà, dans cette fourchette-là. tout à fait. Si les investisseurs daignent venir, parce que l'Algérie, le système est dans une telle position de fragilité qu'on a affaire à des compagnies pétrolières internationales qui ont eu déjà quelques concessions puisqu'on a, on a un petit peu simplifié, réduit la fiscalité, etc., mais qui vont demander encore plus. Parce que quand on est en face d'un système qui est un petit peu fragilisé, eh ben, les compagnies, etc., comme Total, comme d'autres, etc., vont dire bah, on va faire un peu plus, allégez encore votre fiscalité, hein, pour qu'ils aient un maximum de rentabilité. C'est un rapport de force normal. Voilà, c'est un rapport de force. Et ça, c'est les appétits des multinationales, elles ne s'arrêtent pas. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut être en position de pouvoir faire face à cela. Et je suis d'accord, ce n'est pas avec ce type de discours qu'on peut faire face. C'est en construisant un pacte, un consensus, voilà, en essayant de remettre le pays. Alors, on va dire que ce n'est pas la solution qu'ils préconisent, c'est une solution révolutionnaire, mais bon, il faut entre-temps, aujourd'hui, parer à l'urgence. Et il y a une urgence. Et comment l'urgence. Comment parer à l'urgence? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la situation qui va dicter d'elle-même aussi les solutions. Moi, je considère que l'aggravation de la crise, à mon avis, devrait contraindre tout le monde. À moins qu'on ait affaire à des psychopathes. Ça, je refuse de le croire. Et moi, c'est ce que je crois. Je refuse de le croire parce que je veux garder quand même un espoir qu'il y ait une solution pacifique. Quand vous avez lu un tel éditorial, à un moment pareil, moi, j'ai relevé, vous ne pouvez pas penser... j'ai relevé une chose qui, dans l'éditorial, également, qui peut inciter à dire ah, tiens, ça c'est inhabituel. C'est le passage sur les partis politiques et les organisations de la société civile. Ouais, on a tous remarqué ça. Bon, alors, tu en penses quoi? Justement, donc, au milieu un petit peu de ce que vous avez relevé, bon, au-delà, qui s'adresse aux partis politiques, la société civile, mais bon, c'est assez inhabituel qu'on parle de vide politique. Ils ont utilisé le terme vide politique. On parle d'encadrement. La société. Ouais, encadrement de la société, militantisme authentique. Je ne sais pas si tu as... Il parle aussi de succès des opérations à tir réel. Oui, non, mais attends. On va rester sur ce point-là. Après, on peut passer à ce point-là si tu veux, mais on reste... je te tutoie, Djabel, excuse-moi. Donc, il y a un élément inhabituel qui mérite d'être souligné. Alors, est-ce que c'est un changement de paradigme? Je n'irai pas jusqu'à là, je ne dirai pas là. Mais en tous les cas, ça dénote qu'il y a une situation d'alerte aujourd'hui. Une situation d'alerte parce que il y a le divorce est profond avec les Algériens. Il y a un divorce profond. Il y a un risque demain, et c'est vraiment le scénario pour moi le plus apocalyptique, on va dire, entre guillemets, c'est que l'armée se retrouve face au peuple. Et ce que je te dis. Et ça, effectivement, c'est... Voilà. Les arguments que tu as développés, j'allais te les donner. Voilà, effectivement. J'ai anticipé. Voilà. Mais je reviendrai là-dessus. Voilà. Un système pour qu'il puisse fonctionner, un système politique pour qu'il puisse fonctionner, je ne vais pas reprendre un petit peu les analyses systémiques pas Parson, mais David Eston, le Canadien. Voilà, David Eston, le Canadien. Voilà, c'est comme en économie, hein, dans la production. C'est les inputs et les outputs. Voilà, un système qui n'est pas capable. Vous les créditez, ne serait-ce que d'intention, du moins de vertu qui ne possède pas. Regardez, je vais vous lire ça, je vous rends la parole. Je termine vraiment 2 secondes. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la demande sociale va être de plus en plus importante. Et il n'y a pas... elle va être diffuse et aucun système... Il y a un taux démographique à la hausse aussi. Et il n'y a aucun système qui est capable... David Eston parle d'exigence.
il faut que le peuple ait des exigences, pas des demandes, pas des revendications. Mais ça peut être des C'est-à-dire demandes, que- des exigences. Oui, mais c'est surtout des- les exigences. Voilà. Quand on exige, c'est plus fort que la revendication, Oui, mais- c'est plus fort que Et la en- demande. Oui, en mais l'occurrence, au-delà, c'est le on cas. peut parler d'une demande comme une exigence Oui, aussi. oui, peut-être, Voilà, peut-être. donc Mais il s'agit voilà. d'exigence. Mais non, enfin, l'idée n'est pas là. C'est l'idée que, quand je parlais des inputs, c'est un système politique qui fonctionne normalement. Il faut qu'il ait la capacité de répondre à la demande par des décisions. Les décisions, c'est quoi? C'est des outputs. Or, le problème, c'est qu'on est en face d'un système qui, aujourd'hui, s'il ne se transforme pas, sera incapable de répondre à la demande sociale. Pourquoi? Dans les conditions actuelles. Parce que la demande sociale va être tellement diffuse et qu'il n'y a pas les canaux qui permettent de rationaliser la demande. Parce qu'une demande, il faut qu'elle soit rationalisée. C'est les partis, c'est les syndicats, etc., qui rationalisent C'est les les demandes. corps intermédiaires. Les corps intermédiaires. alors, Et aujourd'hui, justement, est-ce qu'il s'agit là d'une prise de conscience qu'il faut des corps intermédiaires? Parce qu'on ne peut plus, hein, sur le mode populiste, national populiste, ça ne fonctionne plus, la relation directe. L'armée au peuple, ça, c'est... Ben, tu vois, Samir, avec les choses voilà. avec Il lesquelles tu faut n'étais des pas corps d'accord. intermédiaires. Je prends la parole. Alors, je me permets de vous interrompre. pardon, Alors, nous monsieur, allons je- faire un dernier Et des corps tour de micro. intermédiaires autonomes, Samir, nous démocratiques. allons faire un dernier tour de micro parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Mais avant, et je donnerai la parole à Brahim Younsi, puis nous ferons le tour de micro, le dernier, sur ce régime, sur ce système, sur cet État dont on est en train de parler. Écoutez bien, hein, ça vaut le déplacement. Les modes d'expression de ce régime et ses perspectives les plus éloignées. Hein. Alors, en effet, concernant l'édification d'une Algérie nouvelle, Monsieur le Président de la République a mené de front 3 batailles. Tout d'abord, la lutte contre le sous-développement, où il a mis en valeur les zones d'ombre ainsi que l'amélioration du niveau de vie des citoyens. Secondo, Monsieur le Président a initié une approche efficiente contre le Covid-19 dont la bataille est gagnée par rapport à d'autres pays mieux équipés. Aussi, la tenue des référendums sur la Constitution et l'organisation des élections législatives et locales, tous ces acquis ont été concrétisés, n'en déplaise aux détracteurs. Brahim Younsi. Vas-y, Ibrahim. non, Non, ce que je vas-y, veux dire non. à Samir, dans ton argumentaire, là, je ne vois pas en quoi tu as dit je suis en désaccord quand je dis les deux, entre Bouteflika et M. Tebboune, ils sont dans la même lignée. C'est parce qu'il y a un vide politique. Là, j'ai pas Et de- ajouter à cela, Samir, c'est qu'à l'époque de Bouteflika, qui était entouré d'une demi-douzaine de partis politiques, d'une société civile, de quel corps intermédiaire, quoi qu'il pèse, l'UGTA, l'UNFA, les paysans, etc., mais surtout avec une manne financière, un baril à $140. Tebboune n'a plus ça, d'où l'appel de l'armée. Parce qu'il sait, l'armée, il veut à tout prix, il avait une façade civile, elle va s'écrouler. Un. Et deuxièmement, quand je dis les partis politiques n'ont pas crevé le plafond, moi j'ai beaucoup de nuances avec Brahim, quand il parle de faillite politique, je dis les partis politiques doivent rester, au moins les courants des familles. Oui, d'accord, oui, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que par rapport à ça aussi, je suis désolé, c'est toute une reconstruction. Le pouvoir réel sera en face du peuple. Tout ça, parce qu'il n'y a plus de corps intermédiaire, il n'y a plus de leader d'opinion, il n'y a plus, quand je dis les partis politiques, j'ai beaucoup de respect pour eux, bien au contraire, moi je les défends tout le temps. Et par rapport à ça, une présidence qui est Contrairement à Brahim Younsi et moi qui leur tombons tout le temps dessus. Non, vous ne tombez pas dessus. Vous avez vos opinions, je les respecte, et vous respectez la mienne. Ça se passe très bien, monsieur Bensoulou, je vous rassure. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut sauver. Alors, Brahim Younsi, et puis Pour Samir. le parti, sans vouloir déplaire à personne, mais je l'ai toujours dit, je l'ai toujours soutenu, et je crois que c'est, pour parler comme Eston, c'est une exigence. Parce que les partis politiques, me semble-t-il, dans la configuration qui est celle que nous connaissons, qui a été tracée d'ailleurs par le pouvoir, par le système, sont fort clos. Je crois qu'il faut renouveler les choses parce qu'il y a un mouvement révolutionnaire qui est en train de renouveler, et non seulement de renouveler l'histoire, mais de renouveler l'action politique, la chose politique. Et donne un sens différent de ce qui a existé avant le 22 février, du politique. Du classicisme politique à une autre manière de faire de la politique. Absolument. Tout à fait. Absolument. Sauf que ce système, et je l'ai dit tout à l'heure,
nous a toujours habitués et offert le pire. Il ne faut pas oublier que toutes les quêtes d'émancipation du peuple ont terminé dans le bain de sang. Toutes, sans exception. Toutes. Il y a aujourd'hui une espèce de retenue, mais nous sentons, moi, je sens, et même dire, nous sentons une vraie menace à travers cet édito. Simplement, une menace qui n'est même pas voilée. Oui, non, du tout. Elle est explicite. Simplement, et c'est ce que j'espère, c'est ce que je souhaite, je lance appel à personne, je n'ai aucune influence sur personne, même sur les poules d'Almoradia. C'est que ce pouvoir soit dans la même situation que le général de Soubise. C'est-à-dire qu'il va chercher son armée, il ne la trouvera pas. J'espère que l'armée, et là je parle de l'armée, ne répondra pas aux injonctions et au plan machiavélique qui est celui et au scénario du pire. Oui. Samir Bokoué, vous avez le mot de la fin. Je n'ai pas fait le mot de la fin. Je n'ai pas fait le mot de la fin. Alors, Samir Bokoué, puis Dirodo. Oui, qu'est-ce que... Et nous avons très peu de temps. Hein. Vous allez devoir finir tous les deux en moins de 5 minutes. Très bien. Moi j'ai une exigence. Enfin, l'exigence, la mienne, c'est à la fois l'éthique de responsabilité, de conviction. C'est l'exigence weberienne, c'est l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. On est tous d'accord que c'est un processus long et qu'il y a des étapes. Hein. On est d'accord que c'est un processus de maturation, qu'il y a une maturation nécessaire qui va se faire inévitablement. Il y aura un renouvellement des élites dans le pays. Hein. Pas au sens de la circulation... Des élites. Des élites à la Pareto. Hein. D'accord. Voilà. J'ai déjà entendu un débat, donc, effectivement, parce que je me suis beaucoup intéressé à cette question de circulation des élites. Hein. Il faut passer de la cooptation en fait, à des mécanismes démocratiques de sélection. Termine. Voilà. Et donc, ce processus va prendre du temps. Mais il y a des étapes. Et les étapes d'aujourd'hui, c'est que parfois, il y a des situations d'urgence. Aujourd'hui, il faut tirer la sonnette d'alarme. Moi, je considère que c'est irresponsable de la part du pouvoir en place de persister dans un déni de la réalité. Ils ne comprennent pas que la société a changé. Ils ne comprennent pas qu'il y a des dynamiques. Ils ne comprennent pas les dynamiques qui traversent la société algérienne. Aujourd'hui, on est en face d'une jeunesse qui s'est affranchie de l'archaïsme du système. Dans la mondialisation, on ne l'a pas préparé dans la mondialisation. Les moyens de communication, ils se sont projetés sur le monde. Il y a une communication qui se fait. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Il est temps qu'ils comprennent que... Et là, on a l'impression que c'est effectivement, on risque d'avoir deux Algéries, hein, qui risquent de... Donc c'est pour ça que moi, je tiens... Aujourd'hui, parce que c'est urgent, parce que c'est important, le discours de la réconciliation historique. Allons-y. Entre qui La réconciliation historique entre tous les patriotes du pays, y compris au sein du pouvoir, qui veulent arrêter l'hémorragie actuelle et qui disent, bon, maintenant, ça suffit. L'armée ne peut pas être hégémonique. Il faut partager le pouvoir avec des élites politiques civiles. Partager le pouvoir, Samir. Mais c'est entre guillemets. Ouais. Quand je dis entre guillemets, c'est pas un partage. Qu'elle soit négociée. Voilà. Non, mais tu m'as compris. En processus, peut-être. Voilà. Tu as très bien compris on a besoin d'un pouvoir politique. D'un pouvoir responsable, voilà. D'un pouvoir civil politique qui assume ses responsabilités. Il faut arrêter de gérer le pays par le vide. Et dire le mot de la fin. Très vite, s'il vous plaît. Tu veux parler, Marie ? Non, tu vas avoir le mot de la fin. Juste ça. Vas-y, je trouve 20 secondes. Ça m'est remonté un peu comme ça à l'esprit quand j'entends parler de... Notamment, quand vous avez cité cet éditorial, ce document. Ça m'a suggéré les fausses décrétales. Et les fausses décrétales, c'est des documents falsifiés, des documents canoniques falsifiés. Alors, tous les canons... Au sein de l'Église ? Au sein de l'Église, ouais, les fausses décrétales. Ouais. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a une falsification de la situation et de tous les documents que nous connaissons.
ce que je voulais dire, c'est que la seule solution, c'est que le pouvoir, c'est-à-dire le commandement militaire, parce que c'est lui le cœur nodal, c'est le cœur réacteur du pouvoir, rentre dans ce que j'appellerais une espèce de sagesse. Et c'est peut-être là qu'on peut comprendre peut-être l'appel aux partis politiques et à la société civile, parce qu'il a constaté un vide, mais j'ai bien peur que ce soit le baiser de Judas. Et par contre, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus exercer le tutorat sur le peuple algérien, parce qu'ils n'ont pas la filiation pour le faire, ça c'est 2, et troisièmement, parce qu'ils n'héritent pas d'un peuple. Mais ont-ils d'autres choix à dire que de continuer comme ça à s'abîmer dans cette obstination? Est-ce qu'ils ont le choix seulement? Pour moi, c'est... Est-ce qu'ils peuvent partir comme ça tranquillement? Moi, je peux vous dire autre chose. S'il n'y a pas une reconstruction du pacte national, ce que peut-être Samir dit, le compromis historique, on en a souvent parlé ici, au compromis historique, pour sauver l'Algérie, moi j'ai de grosses craintes. Merci Dirou Nouren, merci Ibrahim Younsi, merci Samir Bouakwir, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Khawala khair, Slama.